Nouveau rendez-vous du 7 Info sur BF1, les faits saillants de l'actualité de la semaine. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le JDD, le journal du dimanche, pour commencer. L'actualité de ce dimanche, c'est bien la rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Les militants de l'ex-parti au pouvoir ont fait le plein de la maison du peuple. Tous veulent faire dans l'union la solidarité pour un CDP plus conquérant. Blaise Lebogonwa, ou en français Blaise Compaoré revient. Ce n'est pas que le maître de cérémonie qui a affiché ce désir ce 18 novembre. On fait pareil les artistes, le président du CDP, ainsi que les militants qui ont pris d'assaut la maison du peuple de Ouagadougou. Certains ont rendu hommage à Blaise Compaoré à travers des banderoles et des gadgets à son effigie qui s'achetaient comme de petits pains. D'autres en arborant fièrement des tenues à l'image de l'ex-président du Faso. L'ombre de l'ex-homme fort du Burkina aura plané sur cette rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le CDP est certainement ouvert à toutes les propositions de compromis, sans compromission, pour un retour apaisé dans des conditions acceptables et honorables du fondateur du parti du CDP. Le CDP qui voit tous les indicateurs au rouge dans la situation actuelle du pays. Mais ce qui est plus préoccupant à l'ex-majorité, c'est la réaction du pouvoir en place face au contexte sécuritaire difficile. La lutte contre le terrorisme, contrairement à ce que croit la majorité actuelle, nécessite l'union de tous les Burkinabés. Se laisser aller à des accusations faciles, tendancieuses, fantaisistes et irresponsables, comme leurs dirigeants le font, n'est qu'un aveu d'échec et une fuite en avant. Pendant que le gouvernement continue de retenir la langue de bois, le PNDS, le PNDS, le PNDS, le PNDS est un fiasco. Un fiasco qui dit Komboïgo justifié par le manque de vision au sommet de l'État. Le manque de vision, le tâtonnement politique, la faiblesse des moyens logistiques et des ressources financières mises à la disposition de nos forces de défense et de sécurité sont parmi d'autres causes qui expliquent cette incapacité à freiner le terrorisme et l'insécurité. Le gouvernement Thiéba, je dis bien le gouvernement Thiéba, devrait tirer les leçons de son échec et rendre sa démission. À la cérémonie ce dimanche, des jeunes mais aussi des caciques comme Juliette Bonkougou, Mélégué Traoré, Bourema Badini, Arsène Boyen-Sanyé, c'est avec le concours de tous que la direction actuelle du parti entend construire un CDP uni, solidaire face aux défis du moment, comme le stipule le thème de cette rentrée. Une rentrée qui a servi de cadre pour lancer la web TV du parti de l'EPI et de la DABA. Premier invité de ce 7 Info, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Là, le CDP qui effectue sa rentrée politique, un parti qui a visiblement semble avoir les cartes en main au regard donc, de son positionnement, mais qui risque de passer à côté faute de consensus justement. C'est le gros défi qui attend ce parti. Oui, tout à fait. Mais compte tenu donc de ce qu'on a vu ce matin, disons hier, c'est que le CDP reste l'un des partis majeurs donc, de la scène politique burkinabé. Ce qu'il n'a cessé de démontrer d'ailleurs depuis 2015, juste après les événements de 2014, où ce parti était le parti de gestion de l'État, qui avait pris un uppercut important avec le soulèvement populaire du 30 octobre 2014. Par finir, on a vu que le CDP a très bien résisté à la bourrasque. Aux élections législatives de 2015, ils se sont bien défendus, ils ont bien tiré leur épingle du jeu. Et finalement, il reste l'un des partis majeurs de la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous considérez l'opposition politique, le CFOP, le CDP est le deuxième pilier donc, de ce CFOP-là, autour desquels s'agrègent les autres petits partis.
Donc on est bien obligé de tenir compte du CDP comme une des forces politiques qui peut jouer une carte importante en 2020, aussi bien au niveau de la présidentielle, soit en présentant un candidat unique, malgré tout ce qu'on observe aujourd'hui, mais la question de la candidature du CDP n'est pas définitivement réglée pour le moment. Donc justement, le président dit Komboïgo sur une chaîne internationale parlait donc de primaire. Oui. Donc lui-même, il avait déjà annoncé sa volonté d'être un candidat du parti. Finalement, je pense que les tractations internes vont imposer des primaires, ce qui, à mon sens, est la forme la plus juste pour eux de régler cette question, parce que les primaires, c'est très démocratique et ça permet d'éteindre les contestations internes et les dissensions. Donc, de cette façon, le CDP va certainement se présenter avec son meilleur profil possible à l'élection présidentielle. Et là, il faudrait voir, est-ce que ce profil qu'ils vont présenter est capable de faire le poids devant l'adversité? Est-ce qu'il ne faut pas aller en tandem avec d'autres ténors de l'opposition, notamment Diabré Zéphirin? Donc, c'est des questions qui peuvent être réglées, notamment début 2019, avant donc d'être prêts pour l'échéance de 2020. Voilà. Tout de suite, retour sur Actu. C'est l'une des actualités phares de la semaine. 10 cadres de garde de sécurité pénitentiaire révoqués. Le bureau de leur syndicat interdit d'activité. Décision prise en Conseil des ministres. Une réponse au mouvement d'humeur engagé par des éléments de la garde de sécurité pénitentiaire. Sur cette question de révocation, le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, Bassolma Bazié, pense qu'il s'agit là d'une étape dans la dynamique de violation des libertés syndicales. On l'écoute. Vient de s'abattre sur les GSP, il n'y a pas à applaudir. Nous exigeons la reprise pure et simple des GSP. Tous les syndicats, vous prenez par exemple l'Alliance Police Nationale qui vient d'être créée, au niveau de laquelle on vient de leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un récépissé et les membres sont affectés. Vous prenez par exemple l'UNAPOL qui a été divisée par les autorités en place. Aujourd'hui, nous interpellons toutes les couches, qu'elles soient militaires ou civiles, de travailler dans l'unité. Si aujourd'hui, Pierre est sous le coup de la répression et que nous applaudissions, demain ça va nous arriver. Voilà donc, Siaka Koulibaly, cette réaction de Bassolma Bazié sur cette révocation, là c'est un coup dur pour ces agents des gardes de sécurité pénitentiaire. La sanction, elle est dure ou pas? Moi je trouve qu'elle est très sévère comme sanction, même au vu des arguments présentés par le Conseil des ministres. On peut penser que la sanction aurait pu, si sanction il devait y avoir, connaître une certaine... suivre la progressivité normale. Il y a les suspensions, il y a les mises à pied, il y a plusieurs formules de sanctions avant donc d'atteindre la révocation définitive. Je pense qu'ici, le gouvernement a fait preuve d'autoritarisme parce qu'il s'agit d'une interprétation du règlement des GSP. Et l'interprétation dépend de la personne qui fait l'interprétation. D'autres acteurs n'auraient pas vu peut-être les mêmes fautes qui sont supposées avoir été commises par les agents en question. Pour ma part, je considère que les actes ont eu lieu pendant une grève et que c'est des actes qui doivent être considérés. C'est exactement comme le fait d'élever des barricades ou autres. Je considère que ce sont des actes qui sont similaires. L'éruption au domicile du ministre? Oui, oui, le fait d'aller au domicile du ministre, moi je considère que ça fait partie des faits de grève et que là-dessus, il aurait fallu mitiger un peu cette sanction qui a été adoptée parce qu'il s'agit de toute façon d'une interprétation faite par le Conseil des ministres. Mais il faut aussi dire que c'est une décision administrative qui peut encore connaître des recours. Donc les agents peuvent se pourvoir devant le Conseil d'État, qui connaît donc des actes de l'administration et puis qui va mieux étudier le dossier, voir est-ce que les sanctions étaient légales, est-ce qu'elles étaient appropriées au regard donc du règlement intérieur et du contexte dans lequel les choses sont passées. On se pourrait se demander si on est en train de revivre là le passé avec ces radiations de militaires et de policiers de par le passé et ce qui s'en est suivi. Là, il faut évoquer donc la dimension politique de la sanction et dire que, comme je parlais tout à l'heure d'autoritarisme, c'est peut-être, à mon avis, un acte qui n'a pas été très bien considéré par le Conseil des ministres parce qu'il est très dangereux dans tous les contextes
de prendre ce type de sanctions à l'égard de ce type de personnel-là. Si vous regardez bien, vous verrez que l'instabilité au Burkina Faso a commencé en 2011, avec la mutinerie, mais surtout avec les radiations. On a retrouvé les radiés dans tous les conflits sociaux, les mouvements politiques qui ont eu lieu depuis cette année-là. Donc, c'est encore, à mon avis, ajouter de l'huile au feu que de sanctionner d'autres personnes qui connaissent les maniements des armes et qui sont habituées aux actions disciplinaires. Donc, peut-être là une volonté ferme pour le gouvernement de montrer que l'autorité de l'État, oui, désormais, et peut-être donner aussi déjà, lancer un signal fort. Tout à l'heure, Bazié parlait d'État, un signal fort justement aux autres organisations syndicales, parce que 2019 oui, s'annonce également difficile. C'est très clair que le gouvernement a voulu montrer ici qu'il détient toujours l'autorité et qu'il faut que cette autorité soit reconnue et que les agents de l'État fonctionnent en fonction donc agissent en fonction de cette autorité-là. C'est vrai, mais c'est une analyse de premier degré. Quand vous analysez la question au plan social et au plan politique, il y a des considérations qui peuvent être mises dans la balance et considérer que peut-être qu'au premier degré, cet acte-là a des effets positifs en tentant de montrer donc que le gouvernement a toujours la main, mais en même temps, il y a des effets politiques et des effets sociaux très importants dans un contexte donc d'économie que l'on considère comme pas très reluisante, de pouvoir d'achat qui est en train donc de rechuter, donc licencier comme ça des agents de but en blanc, sans leur donner même la possibilité de se racheter. Bon, je crois que c'est un peu être allé vite en besogne, sauf que le gouvernement peut-être considère la chose dans son ensemble et qu'il ne voudrait pas voir la fronde sociale qu'on a connue en 2018 avec 233 jours de grève, peut-être s'installer en montrant aux syndicats qu'il est prêt à agir de façon très ferme. L'actualité cette semaine, c'est aussi ce dernier numéro du journal Courrier confidentiel, hein, et avec à la une Safiatou Zongo Lopez, avec cette interrogation, le dossier qui serait-il en panne? C'est là toute la question, du coup, on s'interroge. Allons-nous vers le scénario Auguste Denis Barry? À mon avis, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un dossier qui est tout à fait similaire à celui du colonel Auguste Denis Barry, dans la mesure où les premiers éléments mis à notre connaissance par les services judiciaires n'étaient pas du tout solides. On nous a d'abord parlé des tentatives d'évasion à la MACA, ensuite tentatives de déstabilisation de l'État, et par la suite, pendant que Safiatou était déjà en prison, on lui évoque également des contacts qu'elle aurait eus avec des djihadistes, dont on a cité des noms et qu'elle n'aurait jamais vus. Et là, on lui demande, est-ce que des gens avec qui elle est en contact ne seraient pas eux-mêmes en contact? Bon, ça devient une chaîne assez longue. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que concrètement, on n'arrive pas à mettre à opposer à Safiatou Lopez et à ses avocats des faits irréfutables attestant donc des charges qu'on lui reproche. Même la simple confrontation avec le principal élément donc, du dossier, ce qui serait un certain Drabo, elle a demandé la confrontation avec Drabo devant le juge, qu'elle n'a pas obtenue. Aujourd'hui, avec le mouvement d'humeur au niveau de la GSP, il y a même des difficultés pour la mener devant le juge, parce que les GSP estiment que si les gendarmes s'occupent de ces transferts-là, il ne faudrait plus qu'on la ramène à la MACO et qu'il faudrait peut-être la mener à la MACA, qui est en fait le lieu où elle devrait être, étant donné qu'elle est sous le coup de la justice militaire et que les faits qui lui sont reprochés relèvent de l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc logiquement, elle aurait dû être à la MACA, ce qui lui aurait peut-être évité de ne pas pouvoir comparer devant le juge et puis donc de faire évoluer son dossier. En tout cas, sur ce dossier, comme sur le cas Auguste Denis Barry, on attend toujours d'être édifié. Exactement. Exactement. Alors, cette semaine, c'est aussi la CCVC qui a fait cette sortie et qui maintient sa grève générale du 29 novembre. Là, malgré les justificatifs apportés par le gouvernement par rapport à la hausse du prix du carburant, les organisations ne semblent pas convaincues. Et donc, cette grève générale est maintenue. Oui. Ici, dans cette affaire, il faut comprendre que les deux acteurs avancent des arguments qui leur sont favorables. Le gouvernement nous a ici évoqué des arguments comme le cours international du baril et l'effort de guerre. Les autres, les syndicats, qui sont donc soucieux des conditions de vie et de travail des agents et du peuple en général, voient ici
le renchérissement du coût de la vie et la chute du pouvoir d'achat que cela va entraîner, qui seront consécutifs à la hausse du prix du carburant. Donc, ils ont dû faire leurs estimations, leurs projections. Et qui estiment d'ailleurs que le baril est en train de baisser. Voilà. Donc, le baril est en train de chuter. Donc, logiquement, on aurait dû commencer à se préparer pour une baisse du coût du carburant. Donc, il y a plusieurs arguments également au niveau des organisations de défense des conditions de vie des populations pour dire qu'il faut engager une lutte afin d'amener le gouvernement à réviser sa position ou dans un court délai revenir sur la hausse qui a été faite, même s'il faut maintenant, comme on le dit, revenir à une hausse de 25 francs qui peut peut-être progressivement évoluer, soit en hausse, soit à la baisse. Mais ces 75 francs, à mon avis, ont eu du mal à passer au niveau de la population parce que d'une manière générale, c'est le coût des produits de première nécessité qui s'y reconnaît. Et comme on l'a vu avec l'électricité, les grands délestages ont commencé, comme par hasard, dès que donc, le prix du carburant a augmenté. Donc on imagine que les grandes entreprises vont avoir à jouer sur les tarifs qu'ils proposent. Et là, le coût de la vie, certainement, va avoir des renchérissements. Merci, Siaka Koulibaly, d'être passé dans cette info ce soir. En tout cas, la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, prête à engager la lutte contre la hausse du prix du carburant. Elle organise une grève générale donc le 29 novembre prochain. 115 francs CFA de plus sur le litre, ça ne passera pas, répond la coalition qui a donné cette semaine les détails de la manifestation en vue. Le visage grave de Bassolman Bazier, secrétaire général de la CGTB. La même gravité peut se lire chez Chrysogome Zougoumouré du MBDHP, venu annoncer la grève générale du 29 novembre prochain en protestation à l'augmentation des prix du carburant. Ces deux leaders de la CCVC vont s'atteler d'abord à démonter un à un les arguments avancés par le gouvernement pour expliquer une telle mesure, à commencer par la situation de la Sonabi à qui l'État doit plus de 200 milliards de francs CFA. Pourquoi et depuis quand l'État ne paie-t-il pas ce qu'il doit à la Sonabi alors que cette société prélève sur les produits pétroliers les droits de douane, les impôts et taxes, etc., dont le cumul atteint 264 francs CFA par litre d'essence et de gasoil. Puis, c'est l'argument de la contribution à l'effort de guerre qui sera battu en brèche. On ne saurait faire porter un effort de guerre à un peuple qu'on affame et qu'on paupérise à longueur d'année, alors même qu'on accroît le train de vie de l'État à travers des dépenses faramineuses et somptueuses en achat de véhicules de luxe, ainsi qu'à travers une création à tour de bras d'institutions inutiles et budgétivores. Et la sentence tombe. Face à cette situation d'ensemble, qui vient aggraver la mesure gouvernementale d'augmenter les prix des hydrocarbures, la CCVC organise sur l'ensemble du territoire national des manifestations publiques le jeudi 29 novembre 2018. Dans son préavis de grève, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère exige entre autres le retour aux anciens prix des hydrocarbures, un audit indépendant de la Sonabi et de la Sonabel, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, comme la radiation des 10 agents de la GSP que la CCVC a par ailleurs condamné. Deuxième invité de ce 7 Info, le docteur Daouda Jouré, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez donc de suivre ces organisations de la société civile, notamment la CCVC, la Coalition nationale contre la vie chère, qui annonce une grève générale le 29 novembre prochain pour contester la hausse du prix du carburant. Est-ce que vous comprenez ces organisations quand elles estiment que cette augmentation n'a pas lieu d'être, alors qu'en face, le gouvernement a donné quand même ses raisons par rapport à cette augmentation? Bon, je pense que tous ces genres de mesures, par principe, lorsque vous augmentez le prix de l'essence, vous mettez du feu dans l'économie. Et par conséquent, par ricochet, ça a un impact en fait sur le revenu des gens et surtout des plus pauvres. Lorsque vous prenez des mesures, il faut d'abord, est-ce que ces mesures, quel est l'impact d'abord sur les couches les plus vulnérables? Donc vous voyez, c'est tout à fait légitime que ces organisations montent au créneau parce que déjà, vous voyez le niveau de pauvreté dans ce pays-là.
Et en plus, avec ces mesures, en fait, je pense qu'il y a une double taxation. Non seulement le prix du pétrole, 75 francs, va compter. Maintenant, vous allez voir l'impact sur les produits de consommation. Par exemple, au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée que nous payons en tant que consommateurs. Par exemple, si un prix, vous avez quelqu'un qui a 500 francs et maintenant qui se va trouver à 700 francs, donc vous allez voir la taxe sur la consommation va augmenter. Donc vous voyez, il y aura une double taxation des consommateurs par le simple fait que, parlant de la Sonabi et des entreprises, ces entreprises ont été toujours utilisées comme des vaches à lait. Donc, des différents régimes. Si elles étaient bien gérées, je vous parie qu'on aurait au moins maximum le carburant entre 350 francs et 400 francs maximum. Donc, c'est tout simplement un problème de malgouvernance? Mais bien sûr, c'est un problème de malgouvernance, sinon on ne peut pas arriver à tel point qu'on prenne ces mesures pour enflammer toute l'économie. Pour vous, le gouvernement aurait pu faire comment? C'est-à-dire faire en sorte que les couches vulnérables ne soient pas touchées par cette augmentation et peut-être augmenter pour une certaine catégorie. Est-ce que c'est possible? Parce que justement, une certaine catégorie de la population se plaignent du fait que les membres du gouvernement, par exemple, en réalité, ne sont pas concernés parce qu'eux ne payent pas le carburant à la pompe comme ça, comme ce que fait le citoyen lambda. Est-ce que c'était possible de catégoriser ou de favoriser une certaine couche? Bon, la mesure même, je pense qu'elle ne devait pas... Bon, par exemple, il y a d'autres produits que vous pouvez taxer. Par exemple, on allait en venir justement. Est-ce que l'alcool et puis le tabac. Est-ce que le gouvernement pouvait faire autrement? Il peut faire autrement en taxant, par exemple, l'alcool et le tabac. C'est ce qui fait, même pendant la Révolution, on a eu presque dans tous les pays, lorsqu'il y a des problèmes de trésorerie, en fait, bon, ici, en fait, c'est un problème de mauvaise gestion. Donc, ils pouvaient épargner, en fait, disons, disons les hydrocarbures. Les hydrocarbures, et puis maintenant taxer, par exemple, l'alcool et puis le tabac. Mais aussi, le train de vie de l'État, ça c'est un problème. Lorsqu'il y a ces problèmes, il faut, parce que dans ces pays, jusqu'à présent, il n'y a pas de structure de réflexion sur les grandes questions économiques. C'est ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas ces structures, donc lorsque les bailleurs de fonds viennent par derrière, donc il n'y a personne. Bon, donc on peut prendre des mesures à la légère comme ça. S'il y a des structures, on voit d'abord les dépenses qu'il y a à faire. On peut réduire, par exemple, le train de vie de l'État, économiser à ce niveau-là, pour ne pas continuer à subventionner, ça aussi c'est un problème. Non, économiser d'abord. Par exemple, le train de vie de l'État, vous voyez comment le gouvernement, les dépenses qu'ils sont en train de faire. Il y a des efforts à ce niveau. Voilà, bon, donc il faut réduire le train de vie de l'État et puis maintenant prendre des mesures autres que le carburant. Vous voyez, donc on aura une inflation généralisée, une paupérisation encore accentuée des populations et des couches les plus vulnérables. Parce que même ça, ils auront l'effet contraire parce que la consommation va baisser, clairement. Si les revenus baissent, la consommation va baisser. Est-ce que les populations ont autre choix que de consommer? Non, chacun va diminuer. Si vous n'avez pas de revenus, comment vous allez faire? Déjà que vous êtes à un niveau très bas et encore on vous enfonce dans le trou. Donc l'effet sera contraire parce qu'il y aura baisse de la consommation et au niveau des entreprises aussi, bon, il y aura méventes, ainsi de suite. Donc le gouvernement aura moins de taxes à percevoir. Donc c'est une mesure vraiment pour moi qui est vraiment impopulaire, qui est tout à fait justifiée. Le gouvernement dit on n'est pas le seul, il n'y a pas que le Burkina. Dans la sous-région, d'autres pays ont augmenté. Au Sénégal, le carburant coûte plus cher. La Côte d'Ivoire a opéré 4 augmentations en un an. Donc on n'est pas les seuls. La Côte d'Ivoire, c'est 10 francs. Par exemple, c'est 10 francs l'augmente. Et puis, vous voyez, il ne faut pas se comparer aux autres pays. On n'est pas dans le même contexte. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est deux choses différentes. On n'a pas le SMIC au Burkina, c'est différent du SMIC en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Ici, depuis longtemps, on sait que la Sonabi ou que la Sonabel, en fait, ont toujours été mal gérées. Si ces entreprises étaient bien gérées, vous prenez par exemple la Sonabel. Ce sont les contribuables qui financent les investissements de cette société. Donc, en fait, on devait avoir l'électricité la moins chère dans le monde. Donc, il y a soit un problème de niveau même, au niveau des capacités à gérer une entreprise au Burkina,
Sinon, vous voyez, cette société doit être la moins chère. Et on a l'électricité la moins chère. Donc, lorsque vous n'arrivez pas, par exemple, vous mettez des directeurs, par exemple, le profil, vous mettez un ingénieur pour gérer une entreprise. Ce n'est pas possible. Il faut maintenant des managers pour pouvoir diriger ces entreprises. Un technicien ne peut pas être directeur d'une boîte. Ce n'est pas possible. Donc, on a toujours ces problèmes-là. La question, c'est comment arriver justement à en finir, à arrêter cette subvention qui peut être orientée vers d'autres investissements. C'est toute la grande question pour la Sonabi. Pour la Sonabi, je suis convaincu toujours que le problème, c'est que les politiciens, tous les régimes ont toujours puisé là-bas pour, disons, pour des fins que vous connaissez. Et que maintenant, il ne faut pas que leur mauvaise gestion se répercute maintenant sur la population. C'est ça. Depuis un quart de siècle, plus d'un quart de siècle, c'est comme ça. Depuis ceux qui sont là. Ils sont là depuis quand? Depuis un quart de siècle. Donc, il faut que, disons, ils comprennent qu'il y aura des manifestations. Et la meilleure des choses, il faut qu'ils reculent. Et puis maintenant, voir, par exemple... reculer quand on est dans une situation où on est asphyxié financièrement, on n'a plus les moyens de continuer à subventionner le carburant. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? On l'a même vu récemment avec la loi rectificative au niveau de l'Assemblée pour ce qui est du budget 2018, 300 milliards de francs CFA amputés par rapport à l'investissement. Ça veut dire que le gouvernement est dans une situation assez difficile. Mais vous vous souvenez qu'il n'a pas le choix. Mais vous vous souvenez qu'il y a 2 mois, j'avais dit que l'État était en faillite. Et c'est ce qui se confirme qu'ils sont en faillite. Parce que, bon, avec les grèves à répétition et dès le début de la transition, avec tout ce qui s'est passé, bon, lorsque vous ne relancez pas l'économie, et qu'en plus, il y a cette mauvaise gouvernance autour, donc on va de crise en crise. Et là, donc on arrive au bout où maintenant les bailleurs de fonds vous pressent à faire, disons, à faire des mesures impopulaires, donc qui mettent les gens, qui vous mettent en confrontation avec les organisations syndicales et puis qui ont leurs droits. Parce que personne ne va accepter que de payer en fait les conséquences d'une mauvaise gestion d'un gouvernement. Donc, et puis, bon, je pense que le minimum pour un gouvernement, lorsqu'on prend des mesures, dire quels sont les impacts sur les pauvres. Donc, ces gens n'ont jamais eu, c'est-à-dire à l'esprit, en fait, disons, c'est-à-dire voir comment le Burkinabé moyen souffre. En fait, ça n'a jamais été leur préoccupation depuis qu'ils sont au pouvoir depuis 25 ans. Et c'est cette logique, je vais vous faire comprendre que ce qui se passe là est normal. Parce que dans leur programme, il n'y a rien de social. Donc, c'est le libéralisme pur et dur. C'est un gouvernement socialiste? Bon, moi je l'appelle ça des socio-jouisseurs, parce qu'ils n'ont jamais été des socialistes. Les socialistes ne prennent pas des mesures aussi impopulaires. Depuis longtemps, les socialistes ne créent pas des conditions de paupérisation d'un peuple. Merci, bon, donc, on arrive là, bon, leur idéologie, on le sait depuis longtemps, bon, avec toutes les privatisations, bon, un socialiste ne fait pas ça. Bon, donc, il faut que nous puissions arriver à une situation qu'ils comprennent qu'ils doivent... Ils doivent reculer? Ils doivent reculer, sinon il y aura une inflation généralisée. Vous avez le Burkina à 90% une économie informelle. Il ne contrôle rien. Tout le monde peut augmenter comme il veut. Vous avez une économie informelle. Des mesures sont en train de prises justement pour éviter l'inflation. Quelles mesures vous pouvez prendre dans une économie? Il y a eu des rencontres avec les acteurs du transport. Les acteurs du transport, ils sont combien? Ils sont combien? Tout le monde est dans l'informel. 90% de l'économie. Donc vous ne contrôlez rien. Donc c'est un risque de prendre ces mesures dans une économie où tu ne contrôles rien. 90% informel. D'accord. Donc vous ne pouvez rien faire. Merci docteur d'être passé dans cette info ce soir. On aura d'autres occasions donc de parler de ces questions d'économie. L'Afrique libre ou la mort, ils veulent vaincre la France-Afrique. Ce sont les jeunes Africains à l'appel de l'activiste Kémy Séba, leader de l'ONG Urgence panafricaniste. Ils vont en procès contre le colonialisme français. Le concept est inspiré des TPL, les tribunaux populaires de la Révolution de Thomas Sankara. Ça s'appelle les TPC, les tribunaux populaires civils. En l'espace de quelques heures, la maison du peuple transformée en un tribunal populaire.
avec en ligne de mire le franc CFA, considéré par Kémy Séba et ses camarades comme un instrument de répression et de domination des pays africains. En mettant en place ce cadre de dénonciation, l'ONG Urgence panafricaniste veut permettre à la jeunesse africaine de s'exprimer sur le sujet afin de susciter une prise de conscience collective sur la question du néocolonialisme. Ainsi débute donc la caravane dénommée Procès du peuple contre la France-Afrique. Pendant des années, le seul débat, c'était la démocratie, mais on ne parlait pas du néocolonialisme, parce que quelque part, le néocolonialisme payait certaines OSC pour que celles-ci se taisent sur les crimes néocoloniaux. Eh bien, la nouvelle génération a décidé de se prononcer aussi bien sur la malgouvernance africaine, parce que la corruption de nos élites, c'est un sida, c'est un véritable problème, mais aussi sur le pillage des ressources minières, des ressources naturelles effectuées par l'oligarchie française. Et ce système bicéphale, quelque part, s'appelle la France-Afrique, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd'hui avec succès. D'accord, et nous le ferons dans tous les autres pays. Il y a une résurgence de la conscience africaine qui est présente et aucune force exogène, aucune corruption africaine ne nous empêchera de dire ce que nous pensons et d'agir comme nous le devons face à cet impérialisme qui a tué nos parents, pères, mères, frères et sœurs depuis trop longtemps. Ouagadougou marque donc le point de départ de ces tribunaux de masse. Un événement qui sera réédité dans tous les pays d'Afrique francophone, mais Kémy Séba et ses camarades le savent, ils ne sont pas les bienvenus dans tous ces pays. Le fait que certains chefs d'État qui ne sont rien d'autre que des vassaux et des sous-préfets du néocolonialisme français nous attaquent et m'interdisent de rentrer, m'incarcèrent parfois, est la preuve que nous tapons juste. Si nous parlions dans le vide, si nous parlions dans le vent, ils nous laisseraient rentrer, comme certains chanteurs qui disent qu'ils sont panafricanistes mais qui sont sponsorisés par RFI. Nous, notre démarche elle est claire. Nous sommes diabolisés par l'impérialisme français, nous sommes persécutés par l'impérialisme français parce que nous dérangeons véritablement le système et nous réunissons les masses africaines, ça les dérange profondément. Mais nous rappelons une chose, le combat ne m'appartient pas, je ne suis le leader de personne, je ne suis qu'un porte-voix. Et si aujourd'hui le peuple s'est réuni, c'est parce que les ancêtres nous poussent aujourd'hui et veulent que nous nous relevions contre ce système prédateur. Après Ouagadougou, la prochaine étape pourrait être la Centrafrique. Cela n'est pas encore confirmé, mais dans tous les cas, ces acteurs anti-CFA comptent faire le tour de tous les pays d'Afrique francophone avant mars 2019. À la fin de tous ces procès populaires, comme le disent les initiateurs, une sanction commune sera établie par le peuple contre l'impérialisme français, dira le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Alors, troisième invité de cette info, notre consultant en fiscalité, Tidiane Kaboré, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous parlons donc de procédure de recouvrement fiscal, puisque c'est une question aussi d'actualité depuis un certain temps. Alors, à quel moment parle-t-on de recouvrement en matière d'impôts et de taxes? Alors, merci bien pour l'invitation, la thématique également choisie. Alors, on parle de recouvrement en matière d'impôts et de taxes lorsque l'État met en œuvre toutes les actions nécessaires pour recouvrer en fait son dû. C'est-à-dire que là, il y a une dette fiscale qu'il faut aller rechercher. En ce moment, on peut parler simplement en fait de recouvrement. Alors, de façon simple, quelle est la procédure? Alors, la procédure en matière de recouvrement fiscal est très simple. C'est-à-dire que d'abord, il y a en fait des voies non légales, c'est-à-dire des voies qui sont utilisées en fait simplement par les services de recouvrement, à savoir les relances. C'est-à-dire que vous êtes là avec une dette fiscale, on peut vous relancer. C'est-à-dire qu'il y a des relances à travers des appels téléphoniques par exemple. Les équipes de recouvrement peuvent vous appeler pour vous dire, voilà, écoutez, monsieur Guébré, votre dette, voilà, qui est en souffrance depuis un certain temps. Veuillez passer en fait voir telle équipe en fait pour le paiement. Ça, ce n'est pas mis dans le Code général des impôts, par exemple. Mais au-delà de ça, au-delà de ces relances-là... Parce que vous êtes censé venir de vous-même. Normalement, parce que n'oubliez pas d'abord que lorsque vous déposez vos déclarations, par exemple, la déclaration en fait doit être assortie de paiements. Mais maintenant, on a habitué en fait les contribuables burkinabés à un certain confort, compte tenu des difficultés aussi qu'on les reconnaît au niveau de l'administration fiscale, à venir déposer les déclarations sans paiement. Et ce, vous voyez. Autre chose aussi qui peut aussi créer en fait une dette fiscale, c'est par exemple les redressements fiscaux qui sont effectués par les services d'assiette, ceux qui gèrent en fait le dossier physique du contribuable, ou les brigades de vérification par exemple. Là, c'est ceux qui se déportent sur place pour opérer des vérifications de comptabilité. Donc en ce moment, votre dette est prise en charge au niveau de la recette. Donc pour poursuivre,
en fait, sur la procédure, c'est-à-dire qu'au-delà, en fait, de ces procédures informelles dont je disais tantôt, notamment les relances téléphoniques, les appels, les visites même, de courtoisie par moment, juste pour rappeler à l'intéressé qu'il y a une dette fiscale qui est en souffrance, il y a en fait ce qu'on appelle l'avis de mise en recouvrement. Là, en ce moment, on rentre effectivement dans la procédure à proprement dire. C'est le premier acte administratif en fait, que l'administration fiscale, à travers le service de recouvrement, transmet à un reliquataire, par exemple. C'est-à-dire que l'avis de mise en recouvrement, c'est-à-dire que sur l'acte, le montant que vous devez, par exemple, à l'administration fiscale, figure en fait en sa totalité. Et on vous donne en ce moment, au vu du Code général des impôts, c'est l'article 680, c'est-à-dire que là, en ce moment, on vous donne, par exemple, un délai de 8 jours pour vous exécuter. OK? Passé le délai de 8 jours, si vous ne vous êtes pas exécuté, il y a l'avis de mise en demeure, qu'on appelle couramment l'AMD, voilà, justement, qui est émis à votre encontre. Là, c'est une sommation de payer en réalité que les services de recouvrement en fait, de la Direction générale des impôts vous transmettent. Et là, en ce moment, à partir de la notification de ce deuxième acte-là, vous avez un délai de 5 jours pour vous exécuter. Ça, c'est la dernière étape. Hein? C'est la dernière étape, avant maintenant l'étape de recouvrement dit forcé. Voilà. Donc, ça dit que si on épuise la procédure de mise en demeure. Voilà, justement, on épuise la procédure de mise en demeure. Et si vous ne vous exécutez pas, en ce moment, ça dit qu'on rentre dans une phase, en fait, dite recouvrement forcé. Et le recouvrement forcé, justement, on peut dire que c'est la dernière étape. On peut d'abord procéder, en fait, par les méthodes soft, les méthodes un peu douces, justement par les saisies, justement, mobilières, si vous voulez, les saisies de biens mobiliers. C'est-à-dire qu'ici, je ne le souhaite pas. S'il y a des saisies à opérer ici, on vient saisir toutes les caméras ici, vous êtes dans l'impossibilité en fait de poursuivre. Donc, ce qui est sûr, vous allez passer. Par exemple, le cas d'un soudeur, on viendra prendre par exemple le poste à souder. Et au-delà de ça, en fait, ça dit qu'on fait les saisies naturellement en fait, sur le lieu où l'activité est exercée. Au-delà de ça, on a aussi par exemple les saisies, par exemple, que certains appellent tout simplement la retenue à la source, mais en termes techniques, on l'appelle en fait l'avis à tiers détenteur. C'est-à-dire que si vous avez par exemple de la liquidité en banque ou auprès de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'un client qui vous doit, l'administration fiscale peut exercer par exemple ce qu'on appelle un avis à tiers détenteur. C'est-à-dire qu'on interpelle celui qui vous doit, on va parler très simple, celui qui vous doit, de reverser effectivement le montant correspondant à votre impôt auprès des receveurs des impôts. En ce moment, le receveur des impôts tire une quittance bien sûr en votre nom. Supposons que vous ayez par exemple des maisons en location, monsieur Guébré, et que vous devrez par exemple l'impôt sur les revenus fonciers, mais vous ne déclarez pas, ou soit vous déclarez, mais vous ne payez pas, parce que quand vous ne déclarez pas, c'est une taxation d'office directement transmise en fait au service de recouvrement. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous-même, on ne peut pas venir vous saisir, ni saisir justement en fait des biens vous appartenant, mais on peut par exemple opérer directement un avis à tiers détenteur en l'adressant directement à tous vos locataires. Au lieu que vos locataires, en fait, vous reversent les loyers à la fin du mois, ils viendront, en fait, auprès du service des impôts, reverser, en fait, le loyer jusqu'à concurrence, en fait, justement, du montant de votre impôt. Mais naturellement, les quittances seront tirées, en fait. Mais la saisie immobilière aussi est prévue dans le Code général des impôts pour un reliquataire. Sauf que jusque-là, on ne l'a pas encore mis en œuvre. Ça se fait, en fait, sur l'autorisation du ministre en charge des Finances, voilà, justement, après, justement, une proposition du directeur général des impôts, avec les biens immobiliers en question. Mais il faut dire qu'il y a des possibilités quand même de négocier le paiement de la dette fiscale. Alors ça, c'est un fait. C'est un fait qui est là. Mais malheureusement, les contribuables n'en profitent pas. Sinon, dès lors que votre dette en fait, est prise en charge au niveau du service de recouvrement, tout bon contribuable, naturellement, doit savoir l'équipe chargée de gérer son dossier, c'est-à-dire au niveau de l'assiette, et l'équipe chargée, en fait, de recouvrement aussi de son ressort territorial. Ça, ce sont les b.a.-ba. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que vous avez votre dossier au niveau de l'administration fiscale en train de tourner. Vous savez bien que vous devez, et chaque fois quand on vous interpelle, vous dites non de voir votre conseiller fiscal ou de voir votre comptable. Ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Vous pouvez aller au moins prendre connaissance avec ceux qui gèrent votre dossier à l'assiette. Et au niveau du recouvrement, on ne vous dit pas d'aller les faire des cadeaux. Les gens aujourd'hui ont dépassé ça. C'est-à-dire que ce sont des façons, c'est une autre façon en fait de gérer son entreprise. Et si vous voyez, le management fiscal même de votre entreprise exige que vous, premier responsable, qu'au moins vous trouvez un petit temps pour aller au moins créer de bons rapports avec l'administration fiscale. Au-delà de celui qui se... Parce que votre conseiller fiscal, votre comptable, il a plusieurs dossiers sous sa main.
Ce n'est pas votre seul dossier. Donc, il faut que vous aussi, vous ayez le temps quand même de consacrer, au moins, on ne vous dit pas d'aller là-bas tous les jours. Mais au moins, en passant, vous pouvez aller prendre connaissance, discuter avec le receveur, parler de vos difficultés. Il va vous présenter l'équipe qui s'occupe en fait de votre dossier. Et vous allez effectivement, s'il y a des dettes, c'est comme vous l'avez demandé, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a la possibilité en fait de négocier des paiements échelonnés? Je réponds par l'affirmative. Et ça se fait. Et souvent, ça se fait par écrit. Hein, la demande, vous pouvez faire la demande en fait adressée au receveur des impôts par écrit. Et la loi justement vous permet effectivement avec des échéanciers. Avec des échéanciers bien déterminés. Alors, quand l'État vous doit, par exemple, parce que c'est aussi la situation, oui. Parfois l'entreprise doit à l'État, mais il y a des situations où l'État aussi doit à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez vous prévaloir de cette créance-là pour refuser de payer des impôts? L'article 694 du Code général des impôts est très clair là-dessus. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre créance sur l'État pour refuser en fait de vous acquitter en fait des impôts et taxes en fait qui vous sont notifiés ou de différer le règlement. Ça c'est très clair. C'est-à-dire que on ne peut pas, voyez-vous, c'est-à-dire que il y a des gens à qui l'État doit des milliards. Pendant ce temps, les impôts ou la douane les poursuit en fait pour des cinquantaines de millions. Si ça devrait être comme ça n'allait pas être facile. Hein. Donc ça dit que le Code général des impôts, je veux dire en son article 694 est très clair là-dessus. Ce n'est pas parce que vous devez, ou l'État vous doit, que vous devrez en fait l'invoquer et chanter sur tous les toits que non, voilà justement, c'est que vous ne devrez pas payer. La réalité, c'est que dans une économie aussi informelle, avec un État qui aime les dettes, vous avez des entreprises qui se retrouvent dans une situation où l'État passe des commandes, l'État doit beaucoup, mais l'État en même temps encaisse la TVA par exemple, sans avoir payé ce qu'il doit à l'entreprise en question. C'est une façon aussi de tuer les entreprises. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que je préfère encore que l'État me doit, que ce soit un particulier en fait qui me doive. Avec l'État, tôt ou tard, ce sera réglé. Mais en attendant, vous avez besoin de fonctionner. Oui, mais en ce moment, ça dit que ce n'est pas aussi une raison pour invoquer en fait, le non-paiement en fait, de vos impôts vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors, qui saisir en cas de procédure abusive, par exemple, de recouvrement? Parce que ça arrive aussi. Alors, les procédures de recouvrement abusives, je n'en connais pas trop. Hein, je n'en connais pas trop dans notre administration fiscale. En tout cas, je n'ai pas pu observer en fait, des cas de procédures abusives. Mais si ça arrivait, il y a des voies de recours néanmoins. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, poursuivi en, fait, en matière de dette fiscale et qu'à un moment donné, vous sentez que la procédure a été irrégulière, vous pouvez saisir, par exemple, par réclamation, le directeur général des impôts. Ça, c'est une réclamation. C'est-à-dire que vous réclamez, c'est-à-dire que là, vous déposez. Mais là, vous avez en fait un délai de 3 mois en fait, pour faire valoir en fait, votre réclamation sous peine de forclusion. Okay? Si, à l'issue en fait, de la réclamation préalable adressée au directeur général des impôts, vous n'avez pas gain de cause, la deuxième étape, c'est de saisir directement en fait, le juge administratif pour qu'il statue. Là, en ce moment, c'est-à-dire que c'est un recours contentieux purement. C'est-à-dire que vous êtes sur la voie, en fait, justement, de régler votre situation devant les juridictions. Donc, toutes ces deux voies-là se présentent à vous et naturellement, personne ne peut vous empêcher, en fait, d'exercer, en fait, ces recours-là. Cette question, est-ce que les agents des impôts ont le droit de publier la dette fiscale d'une entreprise? Alors, je sais ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est-à-dire que le secret professionnel, c'est que vous parlez en fait en détournant, en visant un peu le secret professionnel. Vous savez, en fait, en matière de secret professionnel, il y a des exceptions quand même. Il y a un principe général de droit qui invoque, par exemple, l'état de nécessité. Hein? L'état de nécessité, quand par exemple, il y a un danger imminent ou futur, en fait, qui peut, par exemple, vous amener en fait, à violer légitimement les secrets professionnels, c'est-à-dire qu'aucun juge ne peut vous en vouloir pour cela. C'est-à-dire que quelqu'un dit, par exemple, que sa dette fait 1 franc, hein, et il l'invoque, par exemple, publiquement. L'administration a le droit de rétablir la vérité en disant à l'opinion, naturellement, que sa dette, en fait, dépasse ça. Voilà, justement, donc ça dit que... Parce qu'en publiant aussi la dette fiscale d'une entreprise, c'est aussi, l'entreprise a des partenaires, c'est aussi une façon, on pourrait décourager les partenaires de l'entreprise, par exemple. Non, mais là, tout dépend du comportement de l'entreprise. Comme je vous le disais, il y a des voies soft pour, il y a des voies très douces, en fait, pour gérer souvent certaines situations, en fait, quand vous faites face, en fait, à ce type de procédure-là. Mais dès lors que vous êtes le premier, en fait, à publier des choses où il y a des contre-vérités,
la nécessité des choses voudrait aussi que l'administration fiscale aussi de son côté rétablisse la vérité. Parce que dans tous les pays, l'administration fiscale en fait est une institution stratégique. Donc dès lors qu'il y a un partenaire en fait qui donne une information qui peut ternir l'image en fait de l'institution, entraver en fait ces actions de mobilisation. Hein? Justement, l'administration a un droit légitime en fait, il a cette légitimité là en fait de sortir en fait justement les chiffres qu'il faut pour établir la vérité. Il y a l'administration, mais il y a aussi des agents qui peuvent, parce qu'ils ont ce manteau, ce pouvoir, parfois aussi être dans des écarts. Non, moi je crois que s'il y a des écarts, si l'administration se rend compte qu'il y a des écarts, ça dit que ça sera à elle en fait d'en tirer les conséquences. Il faut aussi que le contribuable, en fait, qui pense qu'il y a des écarts à son égard aussi apporte la preuve. Souvent, nous entendons des gens dire oui, voilà, c'est parce que j'ai fait ceci, cela, j'ai eu des problèmes avec tel receveur qu'on est en train de me harceler, c'est parce que j'ai eu un manque de trucs avec un tel qu'on m'a proposé en vérification, en contrôle, mais sans pour autant apporter des preuves. C'est-à-dire quand on s'en plaint de quelque chose, quand on pense qu'on est en train de vous faire la force, c'est comme vous l'avez dit tantôt, les voies de recours sont là. Saisissez votre juge et votre avocat, pardon, qui va saisir en fait le juge. Dans un environnement où on a un État qui a une politique en matière d'emploi et qui compte sur le secteur privé, est-ce que l'administration fiscale aussi tient compte de cet environnement-là, qui est qu'on a un grand nombre d'entreprises assez fragiles et qu'en pressant trop, on peut détruire des emplois? J'aimerais d'abord, sur cette question, vous dire que chacun paie le juste impôt. Hein. Chacun paie le juste impôt. L'administration fiscale, en fait, ne presse pas pour presser. Quand on dit que vous devrez porter telle charge fiscale, c'est que vous devrez porter, en fait, la charge fiscale. Comme dit, le contribuable, en fait, ne paie qu'en fonction de sa capacité contributive. Vous, votre salaire, vous payez l'UTS en fonction de votre salaire. Vous n'allez pas dire qu'on exerce une pression sur vous. C'est la même chose en fait pour une entreprise en fait aussi qui exerce ses activités normalement. L'entreprise, elle a la possibilité par exemple de déduire toutes ses charges qu'elle a eu en fait à supporter au cours de l'année avant de déclarer naturellement. Le reste maintenant, si le solde est positif, en fait c'est un bénéfice qui est taxable. Si c'est justement négatif, c'est une perte, donc en ce moment il n'y a rien, c'est d'ailleurs même reportable. Mais vous n'avez pas la possibilité en fait de déduire vos charges en fait que vous supportez en fait le mois. Vous voyez la différence? Alors, comment éviter ces situations extrêmes où les services des impôts en viennent justement à saisir vos comptes? Alors, c'est ce que je vous disais tantôt. Ne jouez pas les je m'en foutisses, ne jouez pas en fait, ne faites pas le gros dos. En fait, l'administration fiscale fait son travail. J'ai eu l'occasion en fait de donner une communication il n'y a pas longtemps à des professionnels sur le management fiscal en fait des entreprises. Okay? Je disais à certains, il y a des comportements qu'il faut éviter. Même si vous savez que vous êtes fort, l'agent des impôts qui se présente devant vous, c'est un agent des impôts en fait, qui est investi d'une mission de service public. C'est un agent assermenté. Il a été envoyé en mission par le ministre en charge des Finances du Burkina. Donc c'est comme si c'est Madame le ministre des Finances qui est devant vous. Donc ça dit que ne voyez pas l'agent parce qu'il est venu, je le dépasse, et ainsi de suite, j'ai des relations derrière moi. Non. Et je crois que même au-delà de ça, quand on a en face de soi l'administration, il faut respecter en fait l'autorité. Je pense que c'est ça. Donc ça c'est déjà un point de gagner. Et au-delà de ça aussi, il faut chaque fois que vous avez la possibilité, ce qui concerne les questions fiscales, au moins confier ça, responsabiliser ça dans votre entité à quelqu'un. Il ne faut pas que l'affaire de la fiscalité soit une affaire où c'est tout le monde qui... Il faut avoir un conseil de fiscalité. Oui. C'est-à-dire à l'externe même, et même à l'interne. Et même à l'interne. Quand vous regardez pratiquement dans les grands groupes, à l'interne, ils en ont. Et à l'externe aussi, il y en a. C'est pour qu'il y ait au moins en fait 2 filtres. Au-delà de ça aussi, ça dit qu'il faut que les gens comprennent aussi que les impôts, il faut aller vers eux, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers vous. C'est ça le secret. D'accord. Merci. Tidiane Kaboré, pour toutes ces explications. On espère que nos téléspectateurs, en tout cas, sont édifiés sur cette question donc, du recouvrement fiscal. Merci encore d'être passé dans le 7 Info ce soir. Je rappelle que vous êtes notre consultant en fiscalité. Merci bien. La suite, une semaine d'actualité, c'est aussi l'inauguration de l'échangeur du Nord, mobilisation au plus haut sommet de l'État pour l'ouverture du plus grand échangeur de la ville de Ouagadougou. Sur ces images aériennes, le nouvel échangeur du Nord.
4e du genre au Burkina Faso. Il comprend 10 ponts de 40 à 75 mètres formant 3 échangeurs et 2 passages sur voie ferrée. 22 km de voirie revêtue en béton bitumineux, 12,5 km de voies piétonnes en pavé et 10,5 km de caniveaux de diverses sections entre autres. Il s'agit là du plus grand échangeur du pays. 3 ans de travaux, plus de 2200 ouvriers mobilisés. Ce 15 novembre sonne la fin du calvaire pour environ 500 000 habitants des arrondissements 3, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou. Ce coup de ciseau du chef de l'État marque l'ouverture officielle de l'infrastructure à la circulation au plus grand bonheur des populations. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi on inaugure aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une inauguration du rond-point de la jeunesse burkinabé. C'est le rond-point? Non, excusez-moi. L'échangeur du Nord, l'inauguration de l'échangeur du Nord. Mais nous sommes arrêtés au niveau du rond-point de la jeunesse burkinabé. Mais c'est quoi un échangeur? Un échangeur, c'est un lieu où il y a plusieurs voies qui se regroupent et chacun mène à un lieu donné. Ouais, on est très content même jusqu'à dépasser même. Voilà, parce que quand voilà, tous les routes de Noissin là, c'était petite route. Mais avec cette grande route là, bon, on est très content avec cette livraison de cette route là aujourd'hui. Pour le ministre des Infrastructures, c'est un pari réussi au regard des obstacles auxquels le projet a dû faire face, notamment avec le déplacement des populations riveraines. Mais à l'arrivée, il pense que le jeu en valait la chandelle. Excellence, Monsieur le Président du Faso, l'échangeur du Nord fait la fierté de notre capitale. Le maire de la ville de Ouagadougou l'a dit. Il ouvre l'accès aux arrondissements 3 et 9 notamment. Il ouvre l'accès à Bassenko. Il ouvre l'accès à la commune rurale de Pabré. Il ouvre l'accès à la route nationale numéro 2 qui mène vers Ouayouguia. Il ouvre l'accès à la route nationale numéro 22, une des portes du Sahel. L'infrastructure a coûté 70 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un partenariat public-privé entre l'État burkinabé et l'entreprise Sogea Satom. Le remboursement se fera en 10 ans, dont 3 en différé. L'ouvrage livré, le maire de Ouagadougou invite la population au respect des exigences de l'échangeur. Ce que je peux dire également aux populations, c'est de respecter strictement le jalonnement qui a été fait avec les signalisations pour éviter des accidents. Il faut écouter la sensibilisation, faire attention à tous les panneaux qui indiquent la manière de sortir et de rentrer en ville à travers cet ouvrage afin d'éviter les accidents. L'échangeur est certes livré, mais il y a encore d'autres infrastructures d'embellissement à réaliser. Notamment la construction d'un monument de 50 mètres de haut au rond-point de la jeunesse. La première pierre du projet a été posée le 2 août dernier. Deux jours après son ouverture à la circulation, comment se débrouillent les usagers, toujours entre découverte, administration et pertes? Nombreux sont ceux qui ne s'y retrouvent pas. Je vais aller attendre. Voilà, arriver devant, vous tournez à gauche. Voilà, vous allez chercher là-bas, tout près. Voilà. Depuis l'ouverture de l'échangeur du Nord, c'est à ce spectacle qu'assistent policiers et volontaires adjoints de la sécurité. Entre motocyclistes qui cherchent leur chemin, tricycles qui s'entêtent à emprunter l'échangeur malgré l'interdiction bien visible sur le panneau et automobilistes qui se trompent de voie, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Commençons d'abord par ceux qui ne se retrouvent pas à moto. On aborde l'échangeur avant de se rendre compte de sa complexité. Que faire alors pour ne pas se perdre? Certains optent pour le renseignement. Oui, c'est ma route. Vous n'allez pas vous perdre? Oui, je veux me perdre, je ne vois pas, c'est ça, je veux me renseigner. Oui. Non, c'est pas perdu. Vous êtes perdu, vous êtes demandé où se trouve là. Vous voulez aller où?
À Tanguay. Mais où est la route de Tanguay? C'est derrière nous. Ah, donc vous êtes perdu, vous allez passer là-bas. Vous allez faire comment? Demi-tour? On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. D'autres prennent le risque, comme ces élèves. Elles veulent aller à Arbillard et se retrouvent bloquées en plein milieu de l'échangeur. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut partir là-bas. On veut partir. C'est votre route? Non. On va aller payer des balais. Où ça? Pour marcher. Mais pourquoi vous partez plus? On dit on a peur d'aller là où on ne veut pas aller, quoi. Comme il y a... Donc vous voulez aller dans quel marché? C'est elle là qui connaît l'endroit là. C'est moi. Mais toi, c'est par où on passe? C'est par cette voie-là qu'on passe. Mais pourquoi vous ne passez pas? Mais c'est eux, ils ont peur de passer. Hier, moi, je suis passée là-bas. Elles ne courent pas le risque de se perdre. Il faut faire demi-tour, même si c'est en sens inverse. Au niveau du deuxième pont, un assistant de la police nationale s'active. Il renseigne et montre la voie surtout aux automobilistes qui ont tendance à emprunter la voie cyclable. 2 jours, c'est encore tôt pour que les usagers de la circulation soient habitués. Mais il y a des forceurs, de ceux-là les conducteurs de tricycles. L'échangeur leur est interdit, ils le savent, mais sans tête. Pas de souci, les volontaires adjoints de la sécurité les rappellent à l'ordre. Nous apprécions vraiment l'arrivée de cet échangeur ici à Bascouy. Mais il y a un souci. Nous les conducteurs de tricycles, nous avons été oubliés. Pour aller à Tampuy, on nous demande de passer par Arbillard. Ce n'est pas normal. On ne nous considère pas alors que nous aussi, nous participons à la construction de la nation. En fait, on leur dit, bon, en venant même, 2 ans même, une fois si tu as ton permis, tu vas voir les panneaux qui indiquent l'interdiction. Alors, de ne pas passer avec les taxis motos. Donc, c'est ça notre mission, c'est pour les sensibiliser. Donc, d'ici quelques temps, nous, on va partir. Donc, laisser le travail avec les autorités. Donc, c'est ça notre mission. Quand vous voulez parler, ils acceptent. Bon, souvent, il y a d'autres qui acceptent, mais ils se plaignent. La maîtrise du nouvel échangeur va prendre du temps. Pour l'instant, ils sont nombreux, ces usagers qui se perdent, qui font demi-tour, qui abandonnent ou qui évitent simplement l'échangeur du Nord avant d'être sûrs de s'y retrouver. Pour ceux qui comprennent quelque chose, c'est du temps gagné dans la circulation. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.